200 mètres de plus, et j'étais là, au sommet. La seule corde pour m'assurer, moi, réputé intraitable sur la qualité de l'équipement. Une corde usagée achetée dans un marché à Katmandou. Soudain, une avalanche. La corde s'est rompue. J'ai dévissé. Une chute de 1000 mètres. Avant de m'y lancer seul sur la face, l'équipe au pied de la montagne m'avait prévenu. Les prévisions météo sont mauvaises, des vents violents, des risques d'avalanche. Faut jouer de prudence. La prudence, je n'en étais plus là. Je pourrais prétendre que c'était ma fierté d'alpiniste qui était en jeu. J'avais quand même plusieurs sommets de 8000 mètres à mon actif, et comme à nul autre pareil, j'étais le dur des durs. Des ascensions souvent par des voies nouvelles et en hiver. Il était impensable alors que la face sud du Lhotse, jamais vaincue, me résiste. Je me mentirais, c'était autre chose. Ça déraillait en moi depuis quelque temps. Un compteur dans ma tête évaluait chacun de mes actes. Une note de 10 exprimait un plaisir maximal, 0, le déplaisir total. Sur l'échelle du plaisir, j'étais un cancre. La montagne m'a toujours habité, je crois. Avant tout, pourtant, j'étais un grand amoureux. J'étais là tout entier avec toutes celles qui ont traversé ma vie. Inexorablement, nos corps se sont refroidis. Je n'ai pu le supporter. La montagne s'est accaparée de l'espace inoccupé. J'avais les fibres d'un révolutionnaire, je n'aimais pas ce monde frileux, ratatiné. Je luttais avec ceux qui prônaient un changement radical. La fièvre est tombée. Je n'étais pas fait pour les petites actions en la petite semaine. La montagne en a profité, elle m'a pris corps et âme. Négligeant sa mère, sa sœur, je l'ai entraînée avec moi, elle, Chantal, séduit par elle. À 12 ans déjà taillé pour la montagne. Sur les parois, un sublime accord entre nous. Je n'étais plus son père. Elle n'était plus ma fille. Un jour, j'ai pris peur, je crois. Son regard sur moi. Je l'ai délaissée, elle aussi. Après, enfermé seul dans mon obsession, je me suis promené sur les plus hauts sommets du monde. Les conquêtes, oui, mais au bout du compte, inutile. J'étais vraiment le conquérant de l'inutile. Voilà, ça s'est arrêté ici pour moi. Oiseau en pleine migration, stoppé par la paroi de la face sud du Lhotse, suspendu entre ciel et terre, mon âme errant dans le bardeau où m'ont conduit tous mes actes manqués. Chantal, toi qui partages la même passion, obsession, tu es la seule capable de m'arracher à ce non-lieu. Porte sur tes épaules ce père trop faible pour achever sa migration. Je vais mourir, piégé par une crevasse. Mon altimètre indiquait 6700 mètres, 900 mètres de montée depuis ce matin, j'étais contente de moi. Mais amorçant un passage de neige, une appréhension fugace. Elle n'avait pas la teinte de la neige durcie. Soudain le noir, une trappe sous mes pieds, je tombe debout comme un pantin, heurte des plateaux de glace fragile qui volent en éclats, stoppé par une matière moelleuse. Perdu mes calais, mon sac à dos arraché. Suis dans la neige enfoncée jusqu'aux genoux. Autour de moi, des parois de glace lisse. Ni eau, ni provision, perché sur un précaire monticule de neige. Je risque à tout moment de dégringoler au fond de la crevasse, envahi bientôt par le froid. C'est à mon tour, on dirait. La dernière de la famille. Cette famille spéciale, disait-on dans notre entourage. Famille de fous que je décodais, sur qui le sort s'est acharné. Un père casse-cou, une mère dépressive, une fille, Juliette, morte dans un accident mais qu'on soupçonne de... Et l'autre fille, moi, Chantal, la préférée du père qu'on disait, dont le fils, on sait bien ce qui lui est arrivé à lui, par sa faute, à elle. Quelle profondeur suis-je? Là-haut, un coin du ciel, 25-30 mètres peut-être. T'ont jamais arrivé à se sortir seul d'un pareil abîme?
Papa. Papa, c'est toi que j'appelle. 10 ans que je t'appelle, aucun signe de toi. Si tu savais à quel point je t'ai manqué. Tu me vois là où peut-être tu t'es retrouvé dans ta montagne là-bas. Et tu es en train de me dire, ne désespère pas parce que toi, tu aurais désespéré. Tu ne voudrais pas que je suive tes traces jusque-là, n'est-ce pas? Dis-moi, papa, est-ce si facile d'accepter de mourir? Et bêtement, cette question, la mort, comment on l'apprivoise? Surtout quand elle est là à côté. J'ai jamais imaginé l'au-delà avec ses sanctions, ses récompenses, sauf à la mort de Luc. Pas possible que sa vie s'arrêtait là, qu'il n'y ait pas un lieu pour l'accueillir, que sa présence lumineuse puisse pas réjouir ceux qui étaient morts dans la tristesse et le désespoir. C'est ça, je vais mourir. Je pense avoir fait ce que j'avais à faire et aller au bout de ce que j'appelais ma furie. Au bout du compte, peut-être n'y a-t-il pas de place pour une hors-la-loi comme moi. Rien à regretter, il me semble. Un manque d'audace, rien ne me semble insurmontable. Un manque de compassion à l'égard des êtres que j'ai croisés. J'ai toujours cru avoir été aux petits soins pour les miens. Et c'est quoi ce mot qui flash en pleurs? Cette pensée lapidaire qui m'arrive comme une gifle. Tu manques d'ampleur, Chantal. Mais t'en as été témoin, toi, papa. Toute petite, j'étais là à poser 1000 questions sur tes voyages. Je n'avais qu'un rêve, partir avec toi, tout voir, tout connaître des pays où tu allais. À 12 ans, par la porte entrouverte de la cuisine, je t'ai vu dans le salon avec un grand monsieur. Il est polonais, tu m'as dit par la suite. C'est lui qui a conduit la première expédition hivernale au sommet de l'Everest en hiver. Il m'invite à se joindre à son équipe pour une expédition dans l'Himalaya. Mon rêve, tu comprends. Comment, si je comprenais? Pour moi, c'était un déclencheur. Apprends-moi, je t'ai demandé tout ce que tu sais de la montagne. C'est ce que tu veux, tu m'as répondu. Alors, attache bien ta tuque, ça va chauffer. Tu m'as amené sur toutes les parois possibles, au Québec, aux États-Unis, augmentant toujours d'un cran les difficultés, si bien qu'à 15 ans, j'ai pu te dire, je suis prête. J'ai même osé te dire, amène-moi avec toi dans tes expéditions. Je vais être toujours avec toi, je te trouve tellement beau, tellement fort quand tu grimpes. Mais là, tu as pris peur, je crois. Tu as trouvé toutes sortes de raisons, tu es trop jeune, c'est trop dur, tu as tes études. Des raisons de pépère, il m'a semblé. Peu de temps après, tu nous annonçais, maman Juliette et moi, que tu partais en expédition au Népal sur une montagne appelée le Lhotse. Tu n'es jamais revenu. Si j'ai suivi tes traces, ce n'est pas pour me retrouver dans une crevasse impuissante. Je suis venu ici seul dans cette montagne pour pouvoir l'impression d'accéder à un espace sans limite. Après ta disparition, maman, encore dans une de ses phases dépressives, m'a supplié de renoncer à la montagne. Il y a un temps pour les rêves, m'a-t-elle dit. Et tant que tu t'occupes de moi, ta petite sœur Juliette, s'est sentie oubliée, elle. Ton père n'en avait que pour toi. Sœur Juliette. Autant moi je ne jurais que par la montagne, autant elle rêvait de devenir une grande danseuse. C'est vrai, papa, tu payais pour ses cours, mais tu n'avais jamais le temps de résister à ses prestations. C'est sur moi surtout qu'elle comptait. Ma petite sœur Juliette. Mon autre moi-même. Deux vrais sauvageonnes, toutes les deux. On se saoulait de courses de rire dans les champs de tournesol derrière chez nous et dans les eaux glacées des plages de Cape Cod. Mais moi, c'est ses pieds, ses mains que j'enviais, capables, il me semblait, du plus pur ravissement. Si gauche à côté d'elle. On avait ça en commun, toutes les deux, ne jamais se contenter de l'ordinaire. Mais hantée par la montagne, je n'étais plus là auprès d'elle. Je l'avais en quelque sorte oubliée alors. Elle est partie vivre en appartement toute seule. Chantal, avec toi, tout était possible sans toi. Alors, elle a renoncé à la danse alors que la danse était toute sa vie.
Et comme un malheur n'arrive jamais seul, elle s'est mariée avec un plus qu'ordinaire. Petit à petit, elle s'est désespérée, je crois, sans que trop bien elle s'en rende compte. Hospitalisée avec des gens carrément dérangés. Elle n'a plus vu d'issue. Certains jours de février, la splendeur de ses 20 ans n'a pu faire la différence. Le talon haut, le rouge à ses lèvres, un brin trop appuyé pour le bon goût. Elle est passée chez sa coiffeuse pour être la plus belle. Alors elle, comme l'actrice avant d'entrer en scène, transportée hors du temps, magnifiée sur les projecteurs, alors elle, sans répétition aucune, s'enfilait. Elle a fait le saut de l'ange vers les étoiles. J'étais tout près pourtant. Je n'ai pas entendu son cri. Depuis ce jour où Juliette, ma petite sœur, s'est douce, si extravagante, ton cri continue de résonner en moi. Je n'ai cessé d'agrandir mon âme pour faire place à ton âme, de vivifier mon corps pour perpétuer ton éternelle jeunesse. Après ta disparition, maman a plongé dans une dépression abyssale. C'est ça que notre obsession de la montagne nous a fait payer, papa. Je suis restée seule, toute seule. Mais le repliement sur soi, ce ne serait pas mon cas. C'est maintenant que je traçais mon destin. J'ai pris tout ce qui roule, tout ce qui flotte, tout ce qui vole, pour partir loin. Ce monde était vraiment trop petit, ça m'attendait là-bas, tout ce qui était déraisonnable. L'aventure, l'amour fou, la haine, la vengeance. Je ne serai plus la femme d'hier, ni celle d'aujourd'hui. J'irai là où jamais aucune femme n'était allée. Je me fichais d'y laisser ma peau pourvu que ça vibre, pourvu que ça vive. Que les hommes se tiennent pour dire un homme entre mes jambes, pourquoi pas un homme dans mes jambes, jamais. J'avais rien à foutre de l'amour qui sente le quotidien. Je savais qu'un jour j'en aurais ma claque de mon petit moi, que j'irais regarder ailleurs. Je laisserais s'engouffrer en moi le grand air du large pour une cause qui vaudrait la peine que je m'ouvre les veines. Si par malheur j'attrapais la peur et la morgue, je m'exécuterais haut et court. Fallait bien que je pense à gagner ma vie. J'ai pensé à médecine, mais c'était trop long et trop cher. Alors, puisque j'aimais les mots, pourquoi pas les lettres? Alors, je suis devenu prof de littérature dans un collège, à 23 ans. J'avais rien à cirer les règles établies par le département. Je savais qu'un jour, j'en paierais le prix, mais peu m'importait. J'étais pas à l'abri, d'autres avant moi avaient succombé. Il avait 17 ans, évidemment le plus sensible à mes propos. C'était un si bel automne, je me suis dégoté une petite MJ décapotable et on a pris la route des Adirondacks. Je lui parlais de la montagne et il me lisait ses poèmes d'amour. Ça s'est passé une fois. Une fois faire des roulades sur le tapis presque moelleux des feuilles jaunes et rouges au flanc du mont Algonquin. Une fois de trop pourtant, il n'a pas su se taire, sa mère a fait une plainte auprès de la direction. On m'a suspendu sur le champ. Ces élèves qui m'aimaient tant pensaient, je n'ont pas levé le petit doigt. J'ai préféré démissionner. Des années d'errance, d'un boulot minable en boulot minable, d'un café à l'autre, d'amour sans lendemain. Me restait pour compenser cette débandade ma fibre sociale, autre héritage familial. Je lisais Le Monde diplomatique et le Courrier international. L'exploitation à travers le monde qui était révélée amplifiait ma colère, exacerbait mon sentiment d'impuissance. Et j'ai eu 25 ans. Tu n'étais plus dans mes pensées, papa, dis-moi, c'est ce que je croyais. Lui et moi, on grimpait en parallèle sur la superbe face de granit de Cathedral Ledge à North Conway dans New Hampshire. Du coup, sa façon de mouvoir son corps sur le rocher, ça m'a frappé. La même puissance et la même élégance que toi. J'étais de nouveau en pleine fascination de la montagne. Tu revivais. Le regard que je posais sur lui, c'était le même que je posais sur toi 10 ans plus tôt. C'est ce regard que tu n'as pu soutenir, que tu as fui. Quand Jean-Charles, c'était son nom, s'est tourné vers moi,
J'en ai presque oublié de poser l'assurance dans un passage exposé. On a continué l'ascension, nos mains impatientes fouillant le rocher pour trouver des fissures, pour saisir l'autre. Parvenus là-haut, on s'est fait une descente rapide jusqu'au motel du village voisin, arracher nos vêtements fondus l'un dans l'autre. Moment si longtemps entendu. Yeux dans les yeux, on s'est humé tout du long. Je m'abreuvais de son odeur de forêt. Il me disait que j'avais l'odeur du foin fraîchement coupé. Je le voulais plus loin, plus profond. Son sexe vissé dans mon sexe. Capsule géminie en position de décollage. Quelle phénoménale ascension. Mon amour, traverserons-nous indemnes les épais nuages terrestres. Je devais revenir à Montréal, lui est resté là-bas pour compléter son stage de guide de montagne. Jour suivant, aucune nouvelle de lui. Tout ça n'aurait-il été qu'une illusion? Reparti grimper toute seule, mon ventre, mon sexe me faisait mal. Ça l'appelait si fort que j'aurais pu mourir à cet instant de tant de plénitude, de tant de manque. Jamais comme jamais plus, je l'aimerais. Marqué au fer rouge pour la vie. Puis, il est revenu. On ne s'est plus lâché jusqu'à l'ascension qui pour nous couronnait notre amour, le Nose, El Capitan, à Yosemite. On aurait dû en rester là, mais on a décidé de se marier. Moi, je t'aimais toujours un peu plus, mais toi, tu commençais à trouver mes appétits insatiables. J'étais jamais rassasié de ton corps, mais aussi jamais rassasié de la montagne. Ma réputation de femme alpiniste commençait à faire des vagues. Je recevais d'alpinistes réputés des invitations à faire partie d'expéditions himalayennes. Je refusais si tu n'en faisais pas partie. Mais le verre était dans la pomme. Tu étais content que je tombe enceinte. Moi aussi, Luc, était le fruit de notre amour. Pour toi, un frein à mes emportements? Crac, en informatique, ta carrière prenait presque tout ton temps. Moi, je restais là, à vivre pleinement mon rôle de mère. Mine de rien, je lui parlais de la montagne à mon fils. Il lui apprenais le langage de la pierre. Il s'est mis à grimper tout ce qu'il découvrait de vertical. Puis les années passèrent. Luc grandissait en taille et en beauté et en habileté de grimpeur, répétant en dépit de la désapprobation de son père. Je serai comme toi, maman. Ce plateau suspendu dans le vide dont je ne vois pas le fond. Combien de temps y tiendra? Moi qui croyais dompter cette montagne. Ça a tourné définitivement entre nous le jour où j'ai reçu une invitation que je ne pouvais pas refuser. Partir en expédition avec une équipe exclusivement féminine dans le Karakoram sur Gasherbrum 1. Tu m'as alors accusé d'abandonner notre fils de 10 ans pour un but égoïste. J'avais été pourtant jusque-là d'une constance sans faille. C'était à mon tour, il me semble. Puis l'irrémédiable est survenu. Une fin du monde. Pendant mon absence, Luc, voulant sans doute imiter sa maman, s'est engagé seul dans la falaise diape du Mont Saint-Hilaire, une paroisse savonneuse après la pluie. Il a chuté. Quand on l'a retrouvé, il était déjà mort. Tu m'as annoncé la nouvelle au camp de base à mon retour du sommet. De même élan, tu m'as lancé l'accusation suprême. Tu es responsable. Je suis revenu en catastrophe 3 jours plus tard. Il m'attendait, lui, mon cher et définitif amour, dans son cercueil tout blanc avant de disparaître. La nuit est restée seule avec lui. Je l'ai bercé. Luc, Luc, mon petit, mon amour, je suis là. Ta maman est revenue près de toi.
Voilà que je suis à évoquer dans ma cage de glace ce petit visage que j'ai tant caressé, tant embrassé, qui avait mille expressions pour me charmer, me faire rire, enrager même. Tu te souviens, mon amour, des odeurs après la pluie, quand on parcourait ensemble les sentiers du Mont-Saint-Hilaire, de nos mains jointes sur l'écorce des arbres, à qui on demandait de nous infuser leur force. J'ai marché jusqu'à sa paroi meurtrière, l'escalader avec rage sous une pluie battante pour la narguer, crier, pleurer toutes les larmes de mon corps, me suis recroquevillé là où son corps s'était brisé. Luc, dis-moi, a-t-il eu raison, lui, de m'accuser de t'avoir abandonné, d'être allé jouer la grande alpiniste plutôt que... T'avais suffisamment appris à faire la différence entre audace et témérité. Pardonne-moi, je n'étais pas là. Je n'étais pas là. As-tu déjà haï papa? Je veux dire vraiment haï quelqu'un? Eh bien, moi, le Jean-Charles que j'avais tant aimé n'existe plus. Cet homme que j'avais ingéré presque est devenu chair de ma chair. D'une phrase m'avait transformé en hyène, guettant le moment propice pour le déchiqueter. Je ne suis plus retourné dans l'appartement que nous habitions et interdit à toutes nos connaissances communes de révéler quoi que ce soit me concernant. Jamais plus pareille trahison. Jamais plus je ne laisserai un homme être ma raison de vivre. Pleine de rage et de furie. Il fallait que quelqu'un paie. Tu sais ce qu'elle a fait, ta petite fille chérie, papa? Elle a troqué ses dessous de sportive pour des dessous affriolants. S'est magasiné des vêtements qui la rendaient désirable, s'est transformé en super pépé et sorti dans les boîtes de drague. Le beau mâle, le distant, le prétentieux, le macho pur et dur, c'est lui qu'elle mettait en joue. Une fois pâtée, elle le laissait languir et se morfondre toute une soirée. À la fin, elle l'emballait pantelant. Chez lui, elle le tenait en laisse, lui interdisant qu'il la touche. Quand elle le sentait au point d'éclatement, c'est elle qui menait la charge. Pas question de jouer les missionnaires, la conclusion était rapide et définitive. 6 mois à poursuivre ce manège, papa. Quand sa pêche à la ligne commence à me lasser, je m'envoyais une ligne de coke pour tenir le coup. Un tel état d'écœurement que j'ai pensé, fidèle à ma promesse, aller rejoindre ma petite sœur. Sur une route de montagne, vers un matin d'octobre qui n'en finissait plus de m'éblouir de ses couleurs, ça m'a effleuré. Qu'ai-je encore à entendre de cette vie? Doublant un camion remorque, il m'aurait suffi de braquer sur ma droite. C'était pas mon heure, faut croire. La nuit suivante, j'ai fait un rêve. Je m'échinais dans une paroi facile. Soudain, Luc est apparu au bas de la voie. S'est mis à grimper comme un chat, m'a dépassé. Puis a tourné vers moi un visage bouleversé, répétant des mots à peine audibles. Ce n'est pas ma maman, ça. Pour lui montrer que je n'avais pas changé, j'essayais de grimper plus haut, mais j'y arrivais pas. Il s'est alors détourné. Il repartit, répétant « Ce n'est pas ma maman, ça. » Le pire cauchemar. J'ai marché jusqu'au cimetière, le cœur prêt à éclater, mais je suis allongé sur sa tombe, répétant à mon tour comme un mantra. Je redeviendrai la maman que tu as connue. Luc n'aurait plus jamais honte de moi. Je me suis donné une discipline de fer pour désempâter mon corps que j'avais mis en jachère. Et
me suis donné un défi qui ne pardonne pas les égarements pour me punir d'avoir succombé à la petitesse que je dénonçais chez les autres. Tu m'en avais tellement parlé de cette montagne, papa. La face nord de l'Eiger, en Suisse, dans le massif de la Jungfrau. Là, j'irais seul en hiver. J'avais fait le pari de gravir en une seule journée cette face sombre et déversante balayée par les chutes de pierre et les avalanches. Pour être à la hauteur de sa réputation, l'hôtelière du lieu m'a accueilli par une apostrophe de son cru. Je n'aime pas les alpinistes, vous êtes stupides, vous risquez votre vie inutilement. C'était une escalade délicate et dangereuse, avec des passages de neige, de rocs et de glace et des traversées vertigineuses. Posant des assurances que là où c'était fortement exposé, éclairé par ma seule frontale, que quelques répits pour manger et boire, je suis arrivé là-haut complètement vanné. Au bout de 17 heures, Luc aurait été fier de moi. Après, je n'ai eu qu'une idée en tête. Retourner dans l'Himalaya pour retrouver la griserie de l'altitude éprouvée à Gesherbrum et que le cauchemar de la mort de Luc m'avait laissé coincé dans la gorge. Secrètement pour être plus près de toi, papa. Tes compagnons d'expédition n'ont pas compris, papa. Tu as fait fi de prévisions météo d'un vent de tempête et tu t'es lancé seul à l'assaut de ta montagne. Serait-ce que tu as voulu disparaître? Que tu as senti que ta fille était amoureuse de toi? Que tu as mesuré l'effrayante intensité de ton propre désir? Là, je m'offre un défi de taille. Une expédition hivernale en solo dans une voie réputée extrême du mont Choyou à l'ouest de l'Everest qui culmine à 8201 mètres. Le Katmandou que je retrouve n'est plus le même. La révolte gronde. Venue des quartiers populaires, une masse compacte de manifestants s'avance à pas rythmé vers le palais royal. La police et l'armée n'oseront pas les arrêter cette fois. C'est un peuple en marche vers son destin qui va mettre fin à une royauté corrompue qui l'a affamé depuis des siècles. J'ai honte soudain, dans mes voyages précédents, d'avoir surfé sur l'exotisme et le pittoresque du peuple Sherpa. J'avais fait comme tous les alpinistes en mal de compassion devant moi, promettant mers et mondes aux gamins qui quémandaient, mais combien pressés de tout oublier de retour chez eux. Dans ma marche d'approche de Choyou, en ce début décembre, je m'arrête dans la bourgade de Dolé. La chère permis aubergiste m'accueille chaleureusement. Elle me dit qu'elle fermera pour l'hiver après mon passage. Puis elle me présente son fils, Toutan. C'est lui, me dit-elle, qui veillera à votre confort. Au cours de la soirée, après un verre d'alcool de riz, le cœur à la fête, je sors mon enregistreuse et invite Toutan à venir danser avec moi sur une musique de rock. Puis, il me fait demander par sa mère, un trek, vous faites? Non, une ascension. Vos compagnons s'en viennent, je suppose. Pas de compagnons, je suis seul. Alors une lueur dans les yeux de Toutan. Il me fait demander, me dit sa mère, s'il peut vous accompagner au camp de base. C'est gentil, dis-je, mais j'ai choisi d'être seul. Je suis d'accord avec vous, me dit-elle, je ne veux pas qu'il aille en montagne. Elle me raconte son histoire. Vous voyez, mon mari n'est pas là. Il était engagé par les expéditions. Un jour, alors qu'il était absent, 2 hommes armés sont présentés. On dit qu'il faisait partie du mouvement révolutionnaire maoïste. Ils avaient besoin de jeunes hommes énergiques comme mon fils pour mener la lutte. Ils l'ont emmené. Il n'avait que 12 ans. Mon mari s'est présenté à leur camp, les a suppliés de lui rendre son fils. Il doit aider sa mère quand je ne suis pas là. D'accord pour sa libération, mais contre une rançon. Alors, pour ramasser cet argent, mon mari a multiplié les expéditions. Ça devait arriver
Il était emporté par une avalanche. Mais Tugten insiste. Je ne suis plus un enfant, j'ai 15 ans. J'irai qu'au camp de base pour vous aider à vous installer et vous faire la cuisine. Bon, j'accepte. Mais qu'au camp de base. Aïe, dit-il. Sur le sentier en route vers Shoyu, les rhododendrons si spectaculaires au printemps se confondaient hélas avec le décor aride de cette fin d'automne, empêchant sans doute de me distraire de mon objectif. En journée du camp de base, on s'arrête dans le village de Gokyo. Tugten me fait remarquer sur le lac, dans une faille de la glace, un couple de canards qui se font les mamours. Je ne peux retenir un soupir et lui un sourire. Au camp de base, je suis rien de moins qu'embarrassé. Ce jeune homme de 15 ans déploie une énergie hors du commun. Moi, je fonctionne au ralenti, on est quand même à 5300 mètres, mais lui, il prend les devants, installe la tente, tend les drapeaux à prière pour implorer la protection des dieux de la montagne, fait fondre de l'eau pour le thé, la soupe, et me prépare un riz au curry qu'il me présente gracieusement. For you, Madame Chantal. Ce jeune homme m'intrigue, me fascine même. La nuit venue, j'entre dans ma tente. Il passe sa tête par l'ouverture. Good night, Chantal. I sleep outside. Night is nice. Sur le moment, je dis, bon, c'est ça, un Sherpa. Mais je n'arrive pas à dormir. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je le laisse dormir dehors alors qu'il y a de la place pour lui ici. C'est non sans peine que j'arrive à le convaincre de rentrer, mais je ne trouve toujours pas le sommeil. Sa présence à mes côtés me trouble. Je me fais la conversation. Mais pas possible, Chantal, il a 15 ans, tu es là pour la montagne. Oui, mais il fait un peu froid ce soir. Ça ne me dérange rien. Si quoi, Chantal? Si je rapproche mon sac un peu du sien. Oui, mais pas plus loin. Hein? Le lendemain, je suis étonné de le voir m'apporter une tasse de thé chaud. For you. Good morning, Madame Chantal. Après le déjeuner, j'entre dans un autre mode. Je lui dis que je pars dans la montagne pour inspecter la voie, pour préparer mon plan d'attaque, que je reviendrai dans 2 jours, qui pourra suivre ma progression sur le glacier depuis la moraine dominant le camp de base. On restera en contact par walkie-talkie. J'apporte une tente, des sacs de couchage et des provisions. Je monte sur le glacier et progresse jusqu'à l'Arimaï. C'est là qu'elle arrête, sud-est de Shoyu, que je m'apprête à gravir m'apparaît dans toute sa démesure. Je m'installe pour la nuit, mais mon sommeil est agité, le vent n'arrête pas son solo de percussion sur les parois de ma tente. Mon thermomètre indique -15. C'est donc ça que j'aurai composé avec les rigueurs de l'hiver. Cette princesse ne demandait pas tant de magnificence, mais même première féminine, pourquoi pas. Et puis j'ai bien l'intention d'en découdre avec cette montagne, de rabaisser le caquet à beaucoup d'alpinistes mâles qui croient qu'une femme n'est pas le régal dans l'Himalaya. I'm coming back to base camp, Tugten. I'm waiting for you, Chantal. Il m'attend avec des momos, verre de chang. Moi, je sors mes cartes de tarot que je commente avec force, geste et intonation théâtrale. Un climat d'intimité s'est créé entre nous. Alors, qu'est-ce qui nous retient de joindre nos 2 sacs ce soir? J'ai l'impression soudain de lutter de toutes mes forces contre cette attirance, la peur de toucher un interdit. Le lendemain, il me faut passer à l'action. Je propose à Tugten de déplacer notre camp sur le glacier. Le glacier Ngo Zumpa. C'est un cirque gigantesque où le soleil sculpte tantôt des ondes d'ombre profondes, tantôt des plages d'éblouissement,
avec en accompagnement le fracas d'avalanche. Là où le glacier s'arrête, c'est là qu'elle se dresse, elle, Shoyu, la déesse de la turquoise. C'est par là que je vais grimper, dit Jatupten. Namasté. Si tout se passe bien, je reviens dans 3 jours avec le sommet en poche. Je le prends dans mes bras, j'ai l'impression de quitter quelqu'un de très cher. Au moment de partir, il me dit « Wait ». Et il me sort un drapeau tibétain. « Bring that to the summit, please, for the people of Tibet ». Je suis abasourdi. A-t-il voulu m'accompagner non pas tant pour m'aider que pour me faire cette proposition? Après tout, j'aime l'intensité et la compassion chez un si jeune homme, mais je ne peux pas accepter sa proposition. Ça me vaudrait des interdictions de grimper d'autres sommets, n'est pas les mêmes, une expulsion du pays. Et j'apporterais bien une médaille du Dalai Lama. J'ai le cœur gros en le quittant. J'ai l'impression que je ne suis plus pour lui la Chantal pour laquelle il était aux petits soins. Je traverse la rimaille de Shoyu. Une immense crevasse dont les murs sous le mouvement du glacier risquent à tout moment de s'effondrer sans avertissement. Une fois traversé, je me grignote dans la neige l'espace pour installer ma tente. Il est 3 heures. Je me fais une tasse de thé, étends mon tapis de sol et me laisse chauffer par le soleil. C'est là qu'elle est rendue, la Chantal. Chantal, à tête forte, c'est le surnom dont on m'affublait à l'école. Impossible de la ranger, celle-là. C'est vrai qu'il me faut un peu déranger pour me retrouver ici. Le b.a.-ba des grimpeurs extrêmes, c'est de pouvoir stopper les pensées qui dérivent ou peuvent s'infiltrer le doute et la peur. Tu me l'as tant de fois répété, papa. Mais ce qui ne me quitte pas, c'est la façade dorée de mon petit Luc. Lui, c'est pas la peur, c'est le « vas-y maman » qu'il m'inspire. Protégé du vent sous le ciel étoilé, la nuit s'annonce calme. J'adresse un dernier message à Tugten. Good night, Tugten. Good night, Chantal. I would like to be with you. Toujours le même ton d'intimité entre nous. Réveillé à l'aube, je prends le temps d'un bon déjeuner de ranger mon sac avec soin. Il est 8 heures, un froid sec, moins 15. C'est parti. Je rencontre des passages de rocs sur lesquels mes crampons dérapent. Puis cette place a de la neige durcie, puis a de la glace. Cette ascension confirme mes talents de grimpeuse. Je suis seul. Quel bonheur. Les montagnes, c'est comme les cathédrales, je les aime vides. Mais vers 3 heures, les conditions changent subitement. Le vent se met de la partie. De chaque côté, le sifflement des pierres, les grondements d'avalanche. Tous mes sens sont en alerte. Je ne maîtrise plus tout à fait la situation. Je suis sur le qui-vive, me tiens prêt à réagir à tout imprévu quand soudain, la trappe du condamné à mort qui s'ouvre. Ma chute au fond de cette crevasse. Tout ce qui me reste, c'est mon walkie-talkie que j'avais mis dans la poche intérieure de mon duvet. Servira pour mon dernier message à Tugten. Tugten? Tugten, do you hear me? Grésillement habituel à m'écorcher les oreilles, puis sa voix, avec son anglais raboteux qui me fait l'effet d'un baume. Yes, I hear you. What happened, Chantal? My dear Tugten, listen carefully. Go back home. Expedition finished.
I fell deep into a crevasse. I'm not hurt. I lost my 2 ice axes and my packsack. No real chance of getting out of here. Any help would come too late. I have no regret. You are to tend my dear last souvenir. Après un long silence. I understand, Chantal. Plus rien. Pas de questions, pas de plainte. Je reste un peu interné quand même. C'est long ça la philosophie, Sherpa. La montagne donne, la montagne prend. Papa? Papa, c'est toi que j'appelle. J'ai tenu tête jusqu'à maintenant tous les malheurs qui ont frappé notre famille. Ton amour qui a fait de moi l'alpiniste que je suis devenu. C'est toi, j'ose me l'avouer maintenant, que j'ai voulu rejoindre dans cette montagne. Tu ne peux pas m'abandonner. On meurt, dit-on, quand sa mission sur la terre est terminée. En serais-je donc là? Alors dis-moi pourquoi cette pensée lapidaire m'obsède, un manque d'ampleur. Serait-ce parce que j'ai pu croire naïvement que de faire le tour de la terre comme je l'ai fait tant de fois, c'était faire le tour de la vie? La nuit est venue. Ciel au-dessus de moi. Des milliers d'étoiles. Je deviens folle ou quoi? Comme si c'était la première fois. Pourtant tous mes campements en pleine nature. Mon regard n'aurait donc effleuré le ciel. Et moi qui rêvais de voyages intergalactiques. C'est vrai, je rêvais que dans 30-40 ans, on ne serait plus réduit au voyage circumterrestre, qu'à partir d'une station spatiale ou lunaire ou martienne, on entreprendrait des voyages aux confins de notre galaxie et que je serais partante. Et voilà, je suis là dans ma crevasse, sur une surface d'eau plie 1 mètre carré, capable de bouger comme un oiseau à qui on aurait cassé les ailes. Rien qui me raccroche à la vie. Quelle folle d'avoir passé le plus clair de mes belles années à fréquenter ce monde de moraines, de neige, de glace. Tout me manque ici, m'a toujours manqué, je crois, les senteurs, les couleurs, les textures, les sons, les goûts. L'aube. Bientôt le soleil éclairera le sommet de Choyou. Parviendra jamais jusqu'à moi. Je sens le froid pénétrer peu à peu mes vêtements. La vie s'échapper au ralenti. Mais vient l'image du Christ sur la croix qui se vide de son sang. J'ai voulu cette montagne à moi toute seule. Elle m'aura, à elle toute seule. Et ce manque d'ampleur qui me taraude, j'essaie de le désamorcer en évoquant les rêves titanesques que j'avais en bandoulière. J'ai tellement demandé aux autres, je me dois à moi-même cette honnêteté. Je n'ai jamais oublié de mes cours de philo cette phrase de Hegel. La chouette de Minerve ne prend son envol qu'à la tombée de la nuit. La sagesse n'aurait donc des chances d'apparaître qu'au soir de sa vie. Depuis mes lointains souvenirs, ma vie était faite de combats. J'ai cultivé l'esprit du fantassin au cœur de la jungle, bien décidé à se frayer un chemin, doigt sur la gâchette, impitoyable, prêt à supprimer tout ennemi de sa liberté. Seul mon petit Luc a trouvé le défaut de ma cuirasse. Lui est parti, elle s'est refermée. J'étais le commencement, j'étais la fin. Ça m'attendait toujours et toujours ce besoin infini de refaire le monde, avec toujours la désagréable impression de rester en dessin de moi-même. Je mange la neige, dans l'espoir de m'hydrater, et sans succès.
Je me sens peu à peu perdre le contrôle de mon corps. Je résiste. Je résisterai jusqu'à l'épuisement. Je fermerai les yeux. Basculerai dans le vide. J'hallucine. Je suppose tout condamné à mort qui espère jusqu'à la fin qu'on sursoira à son exécution. Mais il viendra. Il est venu une fois, il reviendra. Oui, toi, papa. Tu m'as rattrapé, tu te souviens, là que je dérapais dans une pente de neige au Bascaran, au Pérou, donnant sur 200 mètres de vide. Oui, je l'entends. J'entends mon nom. Chantal. Chantal. Oui, c'est ça. C'est la voix de mon Luc, mon trésor. C'est lui à qui mon père a fait appel. Plus rien. Et ça, j'hallucine. Mais des bruits insolites, des grésillements, et de nouveau mon nom. Chantal. Chantal, do you hear me? It's Toukten. Il n'y a pas de doute, ça vient de mon roi qui est taqué, mais Toukten. Mes doigts gourds parviennent à peine à enclencher le bouton de réception. Toukten. Toukten, can be you, you're at home. No, Chantal, I'm here, in the mountain, up your crevasse. Pas possible, je suis à 6700 mètres dans une voie à laquelle seuls quelques grimpeurs d'élite ont osé s'attaquer. Et ça continue. Chantal, are you hurt? No. I found your ice axe near the crevasse. I want to pull you out. Ah ben là, je me dis, je suis toujours dans mon hallucination. Sortir quelqu'un d'une crevasse est une entreprise ardue qui demande l'effort de 2 à 3 personnes pour descendre au fond de la crevasse, attacher l'alpiniste s'il n'est pas blessé et le hisser au-delà. Mais tout à ma réflexion, cul-de-sac, je ne vois pas qu'une corde est descendue jusqu'à moi et de nouveau la voix de Toukten. Chantal, you tie this rope to your harness and you will hold it like if you had a nice axe while I pull you up. Soudain, une pensée fulgurante traverse mon esprit. Toukten a l'âge qu'aurait eu mon fils. C'est lui à qui mon père a fait appel. C'est lui qui est venu à mon secours. Il s'est introduit dans l'âme de ce jeune Sherpa qui est les propos d'un professionnel de la montagne. Tout ce que je lui ai appris. Malgré la folie de cette tentative de sauvetage, je ne vais pas le décevoir, j'y mettrai ma dernière énergie. Chantal, are you ready? Yes. Mes doigts engourdis par le froid empoignent difficilement la corde tendue et j'hésite à laisser mes pieds quitter le plateau de neige sur lequel ils sont stationnés depuis 2 jours. Arriveront-ils à enfoncer les pointes avant de mes crampons dans la paroi glacée? Ils y arrivent pourtant, se déplaçant au rythme du halage et des pauses de Toukten. Je me sens hissé, centimètre par centimètre vers le haut de la crevasse. Une manœuvre qui se poursuit pendant 2 heures. Le soleil est le premier à m'accueillir avec sa caresse langoureuse sur mon visage. Ça y est, je reviens entre les morts. Mon sauveur jubile, m'ouvre grand les bras. Oh, Chantal, Chantal, great day, too young to die. Dans cet embrassement, il y a l'ardeur d'un fils et celui d'un amant. Maintenant, mon regard avide s'attarde, porte loin, englobe tout. La face ouest de l'Everest à l'est, la cascade des sommets à l'ouest, le glacier Ngozumpa au sud. Il refait l'ascension depuis la Rimaille jusqu'au piège de la crevasse et s'envole jusqu'au sommet. Ah, que cette montagne qui a failli être mon tombeau est belle. J'aperçois le système que Toukten a mis au point pour me sortir de la crevasse.
Un piolet enfoncé profondément dans la neige autour duquel il enroulait une corde à la manière d'une écoute autour d'un cabestan. Pas compliqué. Son efficacité tenait à la vigueur du haleur. Il est 15 heures. Pas question de poursuivre l'ascension. On a besoin tous les deux de repos. On se taille un emplacement pour installer notre tente. On fait fondre de la neige pour le thé, la soupe et notre bœuf au curry. Le soleil a disparu tôt derrière les sommets de l'ouest. Pour me montrer que pendant toutes ces années, j'avais pris si peu de temps à le regarder. Le ciel se déploie en une chape majestueuse auquel de petites mains auraient fixé des millions, des milliards, des trillions de pierres précieuses, toutes plus étincelantes les unes que les autres. Ce soir, je cesse de faire des façons. Je propose à Tupten de lier nos deux sacs, nous dormons enlacés. Malgré ce si doux rapprochement, ma nuit est traversée par un terrifiant cauchemar. Nous grimpons tous les deux par un temps superbe. Nous nous arrêtons pour boire. Tupten me tend sa bouteille d'eau. Au moment où je vais la saisir, toute la montagne, devant moi, en un éclair, s'effondre dans l'abîme, emportant Tupten. Je pousse un cri d'épouvante, serré dans mes bras, qui essaie désespérément de le retenir. Tupten se réveille brutalement. « What happened, Chantal ?» Je pleure à grands sanglots et me presse contre lui. « Bad dream. »« I was in a dream ?»« No. Let's go back to sleep. » Nous sommes la veille de Noël. Demain, c'est au sommet que nous allons fêter. Tupten a oublié le maelstrom de la nuit. Aussitôt réveillé, il me dit, tout ému, « This climb of this 8,000 peak, I'll do it in remembrance of my father. » Tout au long du petit déjeuner, des préparatifs de départ, il est intarissable, me parle de sa vie, de ses projets. Son père l'a bien caché à sa mère, il l'avait souvent emmené grimper avec lui. Il lui avait vanté les mérites d'être un Sherpa d'altitude, le salaire était bon, et pour atteindre le sommet comme les autres alpinistes. Sa mère, elle, avait recueilli Pempan, jeune réfugié tibétain de 12 ans. Elle veut devenir médecin. Alors, avec les sous qu'il ferait au service d'expédition, il l'enverrait dans une école à Katmandou. Pendant qu'on défait la tente et prépare les sacs, il continue. Nous, les Sherpas, on a longtemps considéré les montagnes comme sacrées, interdites. Y grimper, c'était s'attirer le courroux de l'esprit de la montagne. Voilà pourquoi, avant toute expédition, on célèbre un puja dans un temple pour implorer la protection des dieux. Et on tend les drapeaux à prière au camp de base pour éloigner le courroux des esprits mauvais. Le sommet de Shoyu nous attend 1500 mètres plus haut. Ce soir, on campera à 7500 mètres et demain. Il est 8 heures, le soleil est ardent, la montagne calme. On se serre dans les bras. Ça me sort spontanément, à la gloire de Dieu. Ah, you pray your God? No, it's a common expression. Well, I can even say to the glory of Buddha, because Buddha is not a God. Alors je dis, why don't we say to love through the universe? I agree, me dit-il. Là, c'est du sérieux. La pente oscille entre 70 et 80 degrés, à peine croyable. Tupten qui me suit, à qui je recommande de garder une certaine distance au cas où je déraperais, se rapproche constamment de moi. La cure de la résistance de la glace et de l'effort extraordinaire pour respirer à cette altitude et poursuit la conversation. I would like to marry and have children. Are you married, Chantal? No. Is it possible a woman from the West marry a Sherpa?
jouant les naïves. Why do you ask that? Would you look at me, Chantal? Je m'arrête, me retourne, le regarde. Il me regarde, baisse les yeux. Would you marry me, Chantal? Et voilà. J'étais venu dans cette montagne pour être seul, me montrer à moi-même et montrer aux autres de quoi j'étais capable. Et le destin malin en a décidé autrement. Peut-être en a-t-il entendu mon lointain appel un jour. J'en aurai ma claque de mon petit moi. Je ne sais que répondre. Oh, Tugten, excuse me. No excuse. We can talk about it after the summit. On continue de grimper. Le vent s'élevait, entrecoupant les paroles que Tugten continue de prononcer. Country too small, go west with you, love possible. Il est midi, mon altimètre indique 7300 mètres, je suggère une pause. On dépose nos sacs, sort nos bouteilles d'eau, nos tablettes de chocolat. On est sur la crête de chaque côté, un vide abyssal. Je propose qu'on s'encorde. Tugten refuse. I like mountains and mountains like me. Il vient vers moi. Je lui tends les mains. Il prend mes mains dans les siennes. You are not an ordinary Sherpa, Tugten. You are not an ordinary woman, Chantal. Alors il sort son appareil photo et avec un grand sourire, en me photographiant, You will be always with me, Chantal. À ce moment, une bourrasque le surprend des équilibres et le précipite dans le vide. Tugten! 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 Come back! Come back! Pourquoi? Pourquoi? Papa, qu'est-ce que j'ai fait pour m'attirer par une catastrophe? Pourquoi Luc et Tugten, ces deux êtres qui m'étaient le plus chers, ont-ils été fauchés en suivant mes pas? En quoi, pourquoi suis-je si dangereuse? Dévastée, en colère contre la montagne, contre le vent, contre mon obsession de gravir des montagnes, contre toi, papa, qui m'a amené jusqu'ici, contre ces dieux qu'on a implorés en vain, contre moi-même, traversé par des pulsions contradictoires. Suivre Tugten, me laisser mourir sur place, descendre, me réfugier dans un monastère, monter là-haut pour compléter la mission de Tugten. Le ventre noué, incapable de pleurer. Je ramasse son sac et ses piolets et continue de grimper sous un soleil indifférent. 200 mètres plus haut, je m'arrête, fixe ma tente avec des vis à glace. Trois heures à faire fondre de la neige, le thé, la soupe, les bouteilles du lendemain. Je ne sais pas si je vais survivre à la nuit.
premières lueurs de l'aube. Je sens mon corps. On m'a pris ces nuits d'alcool, de coke et de baise dans mon ancienne vie. Personne ici pour me botter les fesses. Je me force à manger et à boire. 7h30. C'est maintenant ou jamais. La crête continue de s'allonger devant moi, me maintient constamment aux aguets. J'ai la sensation de tracer ma route dans 1 mètre d'eau dans une pente de 70 degrés. C'est maintenant la montagne qui a décidé d'en découdre avec moi. Je serre les dents, harponne avec rage la glace avec mes 2 piolets. Je m'arrête à bout d'énergie, ça ne peut pas continuer comme ça. Soudain, sur mes poignets raidis, je sens une chaleur qui se propage peu à peu le long de mes bras, comme si on m'injectait une liqueur bienfaisante. Puis ça se met à circuler dans mes veines, se mettant dans ma bouche avec un goût de réglisse, la crème glacée favorite de Luc, envahissant mes narines, le parfum des fleurs de rhododendron. Maintenant, je sais que je ne suis pas seul. Qu'à nous 3, le sommet est à notre portée. Ça m'arrive dans les oreilles comme la plus belle des musiques. Chantal, you are the most beautiful woman. Maman, j'oublierai jamais nos marches main dans la main au Mont-Saint-Hilaire. Je continue à grimper, vent debout. Et je souris. Chantal, on the picture I took of you before falling, you smile. Does it mean that you have accepted to marry me? Maman, quand je suis tombée de la falaise, je ne suis pas morte tout de suite. Je t'ai vu avec ton beau sourire, j'ai fermé les yeux et j'ai su que je voyagerais avec toi pour toujours. Le vent mauvais qui fait chuter le thermomètre plaque de la neige dans mes lunettes et des glaçons sur mon masque, mais ils veillent au grain tous les deux. Ça fond au fur et à mesure. Je vois l'horizon s'ouvrir, la pente s'aplatir. Chantal, maman, je suis là, sur le sommet de Choyou. Est-ce imaginable, le vent s'est fait un mal? J'ai affaire maintenant. Avec le manche de mon piolet, je creuse un trou dans de la neige aussi dur que du roc, m'arrêtant toutes les 20 secondes pour reprendre mon souffle. Je sors le drapeau du sac, enfonce la hampe dans le trou et trace dans la neige tout autour le nom de Tuckton et de Luc. Le drapeau se met à battre au vent. Drapeau tibétain de Tuckton, enfin trouvé sa place. Pour un temps, il chantera les louanges de ces 2 êtres d'exception sans qui il ne serait pas là. Il clamera surtout la face du monde, à travers les photos, les films que les alpinistes ne manqueront pas de prendre, que le peuple tibétain résiste et qu'il est encore vivant. Quant à moi, je sais ce qui m'attend. Autant l'approbation enthousiaste des uns que les sanctions inexorables des autres. Ma fierté, c'est d'avoir trouvé suffisamment de force et de courage pour abattre les réticences de l'alpiniste carriériste en moi et accepter les conséquences de mes actes. Me reviennent les paroles d'Edrer dans les messes sales de Jean-Paul Sartre, qui n'a pas plongé ses mains
jusqu'au coude dans la merde et dont le sang ne connaît rien de la réalité. La cause tibétaine ne me laissait pas indifférente, mais par cet acte, je l'ai gravé dans ma chair. La montagne m'a fait payer le haut prix. Elle m'a fait négliger ma petite sœur, arracher le fruit le plus précieux de mes entrailles, torpiller mon amour avec Jean-Charles, semer la haine dans mon cœur, avilir mon corps, et pour finir, s'est accaparé celui par qui j'espérais secrètement recommencer à aimer. Devant pareil alignement de tombeau, il n'y a plus de place ni pour la colère, ni pour la haine, que pour la célébration. Mon âme et mon corps s'inscriront au cœur des éléments aux côtés de Luc et de Tugten. Nous serons ensemble dans la brillance des cristaux de neige et de glace, dans la folle et impromptue cavalcade des avalanches, dans la béance soudaine des crevasses, 1000 fois réénergisée par la fulgurance de l'éternel soleil. En quittant le sommet de la montagne, j'ai le cœur en paix. On s'est apprivoisé, elle et moi. Tout a été effacé, plus de traces de mes pas dans la neige non plus que de l'envol de Tugten. Je dégrimpe Shoyu comme une prêtresse aztèque descendant les marches du temple à Teotihuacan, après avoir offert au Dieu assoiffé le sang de ses 2 seuls fils. Tout en bas, au pied de la montagne, l'hiver s'est solidement installé. J'ouvre ma route dans 30 à 40 cm de neige. Avec le peu de provisions qu'il me reste, il me tarde de rejoindre la mer de Tugten qui ignore tous les événements. Le soleil matinal illumine le grand amphithéâtre qu'est le village de nom Shebazar. Si animé en d'autres saisons, il m'apparaît sous la neige comme statufié, déserté par ses habitants. Je trouve facilement la route que la mère de Tugten m'avait indiquée. Sa maison, comme beaucoup d'autres, abrite des animaux au premier étage. Je frappe à la porte au-dessus. Une vraie apparition. Dans son auberge d'Adolé, cette femme portait les vêtements frustes de la montagne, mais là, c'est pas un jour de fête pourtant. Elle porte un costume d'apparat. Elle me prend spontanément dans ses bras. Oh, Chantal! Devant mon étonnement, elle me dit que chaque jour, depuis une semaine, elle attend notre retour, qui sera, oui, le plus beau jour de fête. Mon fils s'en vient, demande-t-elle. Alors, elle va chercher un impressionnant gâteau aux fruits, des verres, une bouteille de Chang. Elle me dit qu'elle était un peu inquiète. Derrière la table, un peu timide, se tient Pempa, la jeune Tibétaine dont Tugten m'avait parlé. Elle vient s'asseoir près de moi, je prends ses mains dans les miennes, retenant toutes mes forces, l'émotion qui me serre la gorge. Votre fils est un homme extraordinaire, pas un enfant comme je le croyais. Alors elle vient s'asseoir, je lui raconte la marche d'approche, l'installation du camp de base, l'énergie débordante de Tugten, l'attention qu'il me portait. Pendant le récit, son regard se détourne de plus en plus souvent vers la porte. Et il est sans doute allé rendre visite à un ami, dit-elle, d'un sourire entendu. Je continue. L'installation du camp sur le glacier, le début de mon ascension. Elle ne sourit plus. Ma chute dans la crevasse. La pensée que j'allais mourir, le message que j'ai laissé à son fils de rentrer chez lui, que l'expédition était terminée. Alors elle se lève, marche de long en large, m'offre du thé. Votre fils a réussi à se rendre jusqu'à moi. Un exploit dans une montagne pareille. Il était mon sauveur. En réussissant à me sortir de la crevasse, pour moi, il était devenu un grand Sherpa. Alors elle vient vers moi, s'assoit, prend à son tour mes mains dans les siennes. Chantal, qu'est-il arrivé à mon fils? Je ne peux retenir mes larmes. Alors elle balance son corps d'en avant en arrière, me supplie. Chantal, qu'est-il arrivé à mon fils? Je raconte, c'était une matinée splendide, nous grimpions tous les deux comme 2 amis intimes. Maintenant elle pleurait. Même pas bien derrière elle, l'entour de ses bras. Chantal, mon fils est mort. Mon fils est mort. Je lui parle de ce moment sur la crête de ses paroles. Chantal, you're not an ordinary woman. Et des miennes. Tugten, you're not an ordinary Sherpa.
et du coup de vent qui l'emportait. Alors elle se lève, entonne une lamentation en voix basse, sur un rythme rapide à la manière des moines récitant un sutra. Jamais plus, jamais plus, je ne le verrai jamais plus, jamais plus. Je lui parle alors de ma petite sœur chérie qui s'est tuée de désespoir, de mon fils qui avait à peine 10 ans quand il est tombé dans un rocher en brûlant et aidé sa maman. Alors elle se retourne, je la prends dans mes bras et je la berce. Je lui dis que le nom de son fils ne sera jamais oublié, que le drapeau tibétain flotte au sommet de Choyou, que c'est lui qui m'a convaincu de l'y amener, que j'ai tracé dans la neige le nom de son fils et de mon fils. Alors, elle m'invite à me rasseoir. Elle remplit les 4 verres de Chang, découpe le gâteau en 2 parties égales, laissant une partie devant une chaise vide. Puis elle se tourne. Je lui dis, mais tout ça aurait pu servir pour une autre cérémonie. Votre fils m'a demandé en mariage. Elle a un petit sourire, se tourne vers Pempa. Elle, que va-t-elle devenir? Elle voulait devenir médecin, je n'ai pas d'argent. Alors je lui dis que Toktan était bien décidé de venir Sherpa d'altitude pour payer ses études à Katmandou, que c'est moi maintenant qu'elle allait prendre la relève si Pempa le veut bien. Alors Pempa vient vers moi, joint les mains. Merci Chantal. Alors nous sortons toutes les 3, fille et mère de chaque côté de moi, marchant seuls sur la route dans la neige épaisse. Il me semble que notre panne est devenue blanche comme cette neige, qu'on a réussi à en éliminer les ondes d'ombre. Elle me reconduit jusqu'à la sortie du village. Dans notre dernier embrassement, elle me dit « Vous faites partie de notre petite famille maintenant ». En leur envoyant la main jusqu'à ce qu'elle disparaisse, j'ai un cœur qui pleure et un cœur qui chante. Sur le sentier en route vers Lukla, ce qui m'était apparu pittoresque dans mes voyages précédents prend un autre visage maintenant. Quand j'aperçois les porteurs arrêtés le long du sentier pour se préparer une clatéderie en guise de déjeuner, discutant, riant, je ne peux pas m'empêcher d'apercevoir les immenses fardeaux qui reposent à leur côté. Ces hôtesses si accueillantes dans leur guest house aux couleurs pastel, ces enfants qui m'envoient la main depuis le porche de leur maison au perché qu'on dirait des refuges pour amoureux. Voilà, me dis-je, un bonheur de carte postale qui ferme les yeux sur la sous-alimentation, l'absence de cliniques et d'écoles, une espérance de vie bien en deçà de la moyenne mondiale. J'appréhende mon arrivée à Lukla. Les gardes-chiourmes chinois ont dû déjà donner l'alerte à leur compère népalais au sujet du drapeau. Le téléphone arabe a déjà fait son travail. M'arrivent d'abord les fleurs. Des alpinistes en provenance des différents camps de base de Solukhumbu viennent nous informer si je suis seul qui était sur la face sud-est de Choyou et me félicitent de mon exploit. Puis, des réfugiés tibétains viennent me remettre une médaille du Dalai Lama me remerciant au nom du peuple tibétain. Puis m'arrivent les pauvres. Un officier de police se présente à mon guest house, me demande de le suivre à son bureau. Vous savez pourquoi vous êtes ici? Oui, sans doute. Aucun avion ne peut atterrir aujourd'hui, mais demain vous montrez à bord d'un hélicoptère, on vous attend à Katmandou. Puis en représentant de la Nepal Mountaineering Association, me prie de ne pas oublier de venir rencontrer leur président en mon arrivée à Katmandou. Lendemain à 7h30, un hélicoptère se pose sur la piste pour me convoyer jusqu'à Katmandou. À mon arrivée, j'ai mon comité d'accueil. 2 hommes en noir dans une limousine noire qui se disent les représentants du ministère de l'Intérieur. La limousine s'engage dans le quartier Tamel. Elle me fait monter un 3e étage. Le geôlier en chef derrière son bureau ne se lève même pas pour venir à ma rencontre et commence sur un ton pontifiant. Madame Rousseau, vous n'êtes pas sans savoir que pour un petit pays comme le nôtre, la venue de randonneurs et d'alpinistes est d'une extrême importance.
Pour le Népal, c'est l'industrie la plus importante. Et là, il se pose en position d'attaque. Et vous, Madame Rousseau, par ce geste, vous menacez cette industrie. Il continue sur le même ton. La Chine est notre partenaire. Pouvez-vous comprendre ça? Et me fait comprendre que j'ai eu le comportement le plus répréhensible possible en ne respectant pas les règles de son pays. Maintenant, le cyclone devient typhon. Sa voix n'a plus aucune retenue. Vous n'avez pas dicté la politique de notre pays. Que vous le vouliez ou pas, le Tibet fait partie de la Chine. Voilà, ma sentence va tomber. Vous êtes peut-être une grande alpiniste, mais vous êtes une mauvaise ambassadrice. En conséquence, vous devez quitter notre pays demain matin. Un billet vous attend à l'aéroport. Je tourne les talons, le laissant sans doute interloqué devant mon complet silence. Mais j'en ai pas fini avec les donneurs de sanctions. On m'attend la Nepal Mountaineering Association. En m'y rendant, j'aperçois les milliers de chauves-souris suspendues aux branches des arbres le long du palais royal, digérant après leur empiffrement nocturne. J'entre dans l'édifice avec en tête que sera. Un accueil beaucoup moins glacial qu'au ministère. Hank Shearing Sherpa me connaît bien. Il m'invite à m'asseoir, m'offre du thé et des fleurs, une gerbe de fleurs. Madame Rousseau, vous avez fait entrer les femmes dans le club select des quelques alpinistes qui osent se mesurer à la montagne, si j'ose dire, les mains nues. Ils savaient déjà où se jettent même pas. Nous sommes touchés que vous reconnaissiez à quel point il est difficile pour un petit pays comme le nôtre de faire éduquer ses enfants, et en particulier ces jeunes filles. Pempa, grâce à vous, deviendra un médecin dont nous avons tant besoin. Cependant, et là je sens son malaise, nous nous interrogeons sur le sort de votre jeune Sherpa Thukten. Notre association n'est pas d'accord avec l'emploi d'aussi jeunes hommes comme Sherpa à l'altitude. Alors je raconte tout en détail, insistant particulièrement sur la volonté de Thukten d'amener le drapeau sur le sommet de Choyou. Vous savez pourquoi vous êtes ici? Oui, pour avoir offensé votre pays en passant outre à une interdiction. Nous y arrivons, dit-il, en s'épongeant le front. Mais j'ajoute, à votre place, je serais fier qu'un des miens, dans sa prime jeunesse comme Thukten, ait une conscience aussi vive des injustices dont tout un peuple est victime. Quand il est disparu, je ne pouvais pas être en deçà, je ne pouvais pas être en deçà de son courage, c'est moi qui plantai le drapeau au sommet de Choyou. Je comprends. Le sort du peuple tibétain est tragique. Et je connaissais très bien Thukten, c'est le fils de mon frère. Mais je dois faire appliquer les lois de mon pays. Ça y est, ma deuxième sentence va tomber. Vous n'aurez droit à aucun permis d'ici 10 ans. Je me lève, me dirige vers la sortie. Il se lève, vient vers moi. Pour essayer dans 5 ans. On ne sait jamais, tout change si vite. Je lui consens un sourire. En descendant l'escalier 4x4, je n'en finis plus de soupirer, c'en est fini les sanctions. En me faufilant sur le trottoir, à travers un attroupement, j'entends mon nom, Madame Rousseau. Un homme vient vers moi. Madame Rousseau, nous représentons la communauté tibétaine de Katmandou. Nous aimerions que vous nous accompagniez au temple Bonnat. Beaucoup de gens vous attendent là-bas. Je ne peux pas refuser. En arrivant au temple, il est évident qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire. La musique envahit la rue, beaucoup de gens se pressent devant l'entrée. Un moine vient à ma rencontre et m'amène jusqu'en haut des marches du stupa. Commence alors une danse spectaculaire avec des centaines de danseurs tout autour de l'énorme circonférence du stupa. Le moine se penche vers moi. Cette danse s'appelle Gorjuang, une très ancienne danse. En fait, c'était une danse que les esclaves exécutaient pour manifester leur désir de liberté.
Cette danse s'arrêtait quand les danseurs tombaient d'épuisement. Et cette fois-ci, quand ils manifestent des signes de fatigue, le moine, le signe de la main, les arrête. On lui apporte un micro. Il s'adresse à la foule. Puis, il se tourne vers moi. Madame Rousseau, cette fête, c'est un hommage à l'acte courageux que vous avez posé à Choyou en appui de la lutte pour la liberté du peuple tibétain. Nous savons le prix que vous aurez à payer. Nous en serons pour toujours reconnaissants. Pendant qu'il s'adresse de nouveau à la foule, me vient à l'esprit que cet acte que j'ai posé à Choyou n'est pas que le fruit des circonstances. J'ai pu le poser parce qu'il a fait lentement son chemin en moi, en grande partie à mon insu. Je perçois le silence autour de moi, le moine ne parle plus, la foule est silencieuse. On attend mon intervention. Je n'ai rien à ajouter. Je salue longuement et profondément le lendemain, dans l'avion qui m'emporte vers Bangkok, survolant la vallée de Katmandou, apercevant par le hublot tous ces sommets dont plusieurs me sont familiers. Je peux dire adieu, Népal. Je ne suis plus celle qui était entrée il y a 2 mois à peine. Je comprends maintenant ce qui se cachait derrière cette pensée qui me taraudait, un manque d'ampleur. Toute ma vie, j'ose me l'avouer maintenant. J'ai lutté les dents serrées comme Sisyphe, poussant son rocher dans un monde sans espoir. Mon plaisir, ma fierté, c'était dans la résistance du tout et de tous. Un parcours de guerriero solitaire que tu m'avais inspiré, papa. Je contemple tous ces sommets qui défilent devant mes hublots. C'est là que j'y investis mes meilleures énergies, risquer ma vie. Je me revois sur ces glaciers battus par les rafales de vent, cerné de toutes parts par la blancheur cadavérique, engoncé dans mon fourreau de Gore-Tex. Et je m'étonne de tant d'obstination à vaincre l'inutile. Pourquoi si loin, si dur ce corps à corps? Un dernier combat pour défier la mort. Mon impitoyable marche dans ce désert sans merci m'invite-t-elle à réaliser que cette terre, ma terre, deviendra la terre de Caïn si je ne sais pas prendre les autres par les bras et par le cœur. C'est une aube nouvelle. En me libérant de l'obsession de la montagne, je me sens libéré du mauvais sort qui nous enchaînait l'un à l'autre, papa. Je te porterai à jamais dans mon cœur, aux côtés de Luc et de Touktan. Chantal, en te libérant, tu romps les chaînes qui me retiennent à la paroi du Lhotse. Je peux enfin poursuivre ma migration.